Les débats entre économistes sont monnaie courante. D'ailleurs, on dit souvent qu'en réunissant deux économistes, on aura droit à trois opinions différentes. Et ces dernières années, les économistes ont eu un nombre inhabituel de sujets de discussion, dont la stagnation économique, la survenance d'événements ponctuels et singuliers, sans compter les bouleversements géopolitiques et une frustration généralisée. La situation se complique considérablement lorsque les données révèlent des cas de force majeure et se contredisent. Pour empirer les choses, cette confrontation oppose aujourd'hui les éléments d'une catégorie privilégiée de données, soit les indicateurs avancés dont on connaît la valeur prédictive. Si ces mêmes indicateurs ne concordent pas, à quoi doit-on s'attendre de la part des analystes? Les analystes s'entendent toutefois pour dire que des indicateurs avancés divergents ont accentué la confusion. Les indicateurs de l'économie réelle, le marché du logement et la consommation de biens durables aux États-Unis figurent en tête de liste, sont dans certains cas très positifs. Et puis, il y a les autres indicateurs de la sphère financière, notamment les indices boursiers et les cours de cuivre, qui pointent résolument vers le bas. Pourtant, les mesures extraordinaires d'injection de liquidités de ce cycle ont remis en cause ces indicateurs. Si tel est le cas, nous devons porter une attention plus soutenue aux indicateurs ayant un lien plus étroit avec l'activité réelle. L'un d'eux attire-t-il l'attention? À vrai dire, oui. Dans le domaine du commerce international, Singapour joue le rôle de baromètre. Son économie produit une multitude de biens destinés à l'exportation, mais elle est aussi une zone incontournable de transbordement du commerce mondial. Tout sursaut d'activité à Singapour aura presque inévitablement des retombées sur une foule d'économies de la région. La progression se manifeste d'abord du côté des données des expéditions. Depuis la fin de l'année dernière, un nombre croissant de navires mettent le cap sur Singapour. L'augmentation atteint maintenant 6 par rapport au milieu de 2015, soit les meilleures statistiques en 3 ans. Les chiffres du tonnage dans les installations portuaires sont encore plus favorables, avec une hausse de 10 par rapport à mai 2015 et le taux de croissance annualisé le plus élevé depuis la mi-2012. Les navires vraquiers alimentent cet embelli grâce à des gains mensuels substantiels depuis février. Le transport général de marchandises n'est pas en reste. Ce secteur a progressé après 12 mois d'activité en berne. Le volume des expéditions par conteneur est également, dans l'ensemble, sensiblement en hausse ces derniers mois et il affiche une croissance annualisée pour la première fois depuis février 2015. Les statistiques similaires dans d'autres ports ne se comparent pas à celles de Singapour. La plupart se maintiennent à peu près au même niveau depuis quelques années et rien ne semble indiquer que cette tendance s'arrêtera. Cela est aussi vrai pour les autres ports en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, ainsi qu'en Afrique du Sud. Cette performance survient avec, en toile de fond, un excédent des capacités d'expédition internationale et des résultats de plus en plus moroses pour les indices Baltic Dry et Harpex en ce qui a trait au coût mondial du transport par fret. Dans ce contexte, comment Singapour parvient-il à aller à contre-courant de la tendance? Gagne-t-il des parts de marché aux dépens d'autres ports? Cela est peu probable parce que l'activité dans les autres ports ne suit pas une tendance à la baisse et que Singapour n'aurait sans doute pas le même effet négatif sur tous les autres ports. Par ailleurs, le nombre de navires qui
transitent à Singapour ne semble pas supérieur. Le sursaut d'activité à Singapour s'expliquerait une fois encore par le fait que Singapour est le premier à impulser cet élan de croissance et que les autres emboîteront le pas. Par ailleurs, il est possible que Singapour profite de l'activité générée par des cours pétroliers plus faibles sur la scène mondiale. Cette conjoncture pétrolière abaisse non seulement les coûts d'expédition, mais fait plus important encore, elle augmente les liquidités et l'activité économique dans les nations importatrices nettes de pétrole brut. Ce mouvement pourrait gagner les consommateurs chinois mieux nantis. On note d'ailleurs une évolution intéressante des marchandises acheminées vers Hong Kong. Il y a peut-être une autre explication. Singapour récolterait enfin les retombées de ses liens avec l'Inde, dont la croissance surpasse maintenant celle de la Chine. Le temps nous le dira. Pour le moment, la présence même de la croissance est une nouvelle réjouissante. Sans preuve extérieure d'un changement complet de direction des données d'expédition à Singapour, nous ne pouvons qu'observer et attendre de voir comment la situation évoluera. Un autre élément est digne de mention. Hormis les expéditions pétrolières, les marchandises entrant et transitant par Singapour sont considérablement moins importantes que lors du dernier pic en 2014. Il se peut qu'elles amorcent une remontée, mais elles sont bien loin d'établir de nouveaux sommets. Même si le présent mouvement n'a pas encore de répercussions générales sur l'investissement et l'emploi, la croissance actuelle, si elle est soutenue, influera bientôt sur les décisions en matière d'investissement et d'emploi, en particulier si l'activité d'expédition sur d'autres marchés gagne aussi en dynamisme. Au bout du compte, les données relatives aux expéditions à Singapour s'orientent à la hausse. Les économistes débattront s'il s'agit là d'une évolution vraiment importante, jusqu'à ce que ces tendances se manifestent ailleurs et disparaissent. En ce moment, le raffermissement de la croissance est suffisant pour attirer l'attention. Le moins que l'on puisse faire, c'est de surveiller la situation. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.